Ok. Alors on va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, et puis ensuite on entre dans la pratique du calme mental. Sangye chutam soge chonam la chanchum parato dane jaso je dage jen soge pesanam trola penjere sangye do paraisho. Sem chen tam che de wa tang de we ju tang den pra ju re ji. Dungal tang dungal ke ju tang dra wa ra ju re ji. Dungal me pe de wa tang pa tang min dra wa ra ju re ji. Nye ring ja dang dang tra we tang nyam chen po la na pra ju re ji. Palden Save Lama Rinpoche Dage Je Warabe Meden Chula Kadin Jenpe Gone Je Sonde Kusung Tuke Ngoro Zal Dosa. Donc ainsi, on commence par une intention. Alors je le rappelle toujours, mais c'est vraiment important de prendre cet instant, de placer l'intention. Et si par hasard vous avez écouté cet enseignement du Jigme Rinpoche sur la purification, ou d'autres enseignements sur le sujet, et d'une façon générale, le Dharma est une pratique en elle-même de purification, on pourrait tout à fait dire, et à juste titre, que placer une intention, c'est déjà purifier les voiles de l'esprit, de manière très claire, en fait. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres d'habitude et de tendance. Du point de vue du Dharma, nous sommes des êtres qui nous manifestons tels que nous sommes, autant dans nos conditions physiques, les lieux que nous habitons, les façons que nous avons de penser, de faire, etc., foncièrement par habitude, par tendance. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, au contraire, même d'ailleurs, parce que si nous sommes des êtres construits, on peut donc se construire. Et s'il y a des choses à déconstruire, on peut aussi le faire. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la liberté, et cette liberté, elle passe justement par l'inscription d'intention. Et prendre refuge, comme nous venons de le faire, avant la pratique, c'est une inscription extraordinairement favorable dans notre conscience base de tout, si on veut utiliser un terme technique. Mais au-delà de la connaissance ou pas de ce terme technique, c'est vraiment comme une habitude éveillée. On pourrait presque parler d'habitude éveillée. Et quand on parle de la bodhicitta, c'est-à-dire le souhait d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, c'est en soi une habitude éveillée. Et le fait de prendre l'habitude de cette habitude éveillée, eh bien, en fait, c'est pas du tout redondant, parce qu'il y a vraiment l'idée de prendre l'habitude d'une manière de voir éveillée. Eh bien, en fait, prendre cette habitude-là va très favorablement déposer des inscriptions en nous et progressivement nous permettre de réaliser notre véritable nature. Et c'est pour ça qu'on commence toujours la pratique du calme mental ainsi. Si on commençait la pratique du calme mental immédiatement, sans prendre ce temps de l'intention, on pourrait très bien se dire que le but du jeu est de simplement rester calme. Ce serait peut-être mieux, effectivement, si on le compare avec une action complètement désordonnée, pourquoi pas, mais du point de vue bouddhiste, le calme, ce n'est pas une vertu en soi. Par contre, le calme au service du développement de la sagesse, alors ça vaut la peine. Et plus encore, le calme au service du développement de ses habitudes éveillées, c'est bien. Alors maintenant, quand on dit habitudes éveillées, il peut y avoir parmi nous des personnes toutes nouvelles dans l'enseignement du Bouddha, ou pas du tout bouddhistes d'ailleurs. Et puis on peut se dire, tiens, habitudes éveillées, ça fait donc référence aux habitudes des bouddhistes. Non, je ne pense pas du tout. Ça peut, éventuellement, mais ce n'est pas le but. Avoir des habitudes éveillées ou développer des qualités éveillées, c'est quelque chose qui, de toute façon, est utile à notre vie. Ce n'est pas des qualités réservées aux bouddhistes du tout. Donc, prendre ces bonnes habitudes intérieures, c'est quelque chose qui nous est profitable.
Après, le chemin que l'on fait, ça dépend de nous, on le fait comme on veut, d'une certaine manière, mais prendre ces habitudes-là n'est en tout cas pas réservé à quelque chose de spécifiquement bouddhiste. Après, il peut y avoir des points de vue qui sont spécifiques. On va entraîner, on va préciser le développement de tel aspect de sagesse ou autre. Ça, bien sûr. Mais même dans ce cas-là, ce sont toujours des qualités qui sont des qualités avant tout humaines. Le Bouddha n'est pas, il se pose pas comme un surhomme, il se pose pas comme un être venant d'une autre planète, pas du tout. C'est juste quelqu'un et qui parfaitement manifeste son potentiel. Et finalement, nous ne faisons que le suivre. C'est joli de savoir qu'en tibétain, quand on dit disciple, on dit jejuk. Et jejuk, ça veut dire celui, celle qui vient après, celui qui s'engage après. Donc il y a vraiment l'idée de mettre nos pas dans les pas des êtres éveillés. Et ça, c'est pas une appartenance à un club, c'est pas ni une appartenance à une religion particulière, c'est juste un choix intérieur profond d'aller vers quelque chose d'éveillé. De toute façon, on ne sait pas, ni vous ni moi, ce que c'est que l'éveil. Donc, par contre, ce que l'on peut savoir, c'est les directions qu'on prend. Bon, il peut y avoir de temps en temps des petits doutes, mais en gros, on peut savoir. Donc là, on va pratiquer le calme mental et on peut être plus ou moins certain que si l'on s'y prend, même, oui, en tout cas, si l'on s'y prend comme on s'y prend, que ce soit parfaitement ou pas, on développe quelque chose, on tâche de développer quelque chose, on s'ouvre à quelque chose qui, petit à petit, apportera ses fruits, sans aucun doute. Donc voilà, sans plus attendre, on va rentrer dans la pratique et d'une manière très simple, sur la base des instructions qui sont tout le temps répétées et qui se résument peut-être en un seul mot, c'est rester. Souvent j'ai utilisé ce, cette façon de dire les choses qui est empruntée à Pema Chodron. Si vous lisez de ses livres, vous verrez, il y a des choses très intéressantes. Bon, c'est une des auteurs parmi beaucoup d'autres, mais l'idée de rester est un verbe ici qui nous est très utile. C'est rester dans le sens de tout simplement demeurer avec le support. Mais c'est rester aussi dans le sens de ne pas se laisser embarquer dans nos récits intérieurs, nos scénarios catastrophes, parce qu'on est très fort pour ça. Et donc c'est rester aussi dans le sens de rester avec ce qui est. Si tout à coup on est troublé, on a l'impression qu'on n'arrive pas, ben on reste aussi avec ça. C'est rester dans le sens d'avoir confiance aussi. On peut avoir confiance, il n'y a aucun risque. Aucun. Mais si ça se passe mal, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a aucun risque. Il s'est rien passé de grave. C'est juste qu'on s'est dit qu'on n'avait pas réussi à méditer. Et de toute façon, c'est passager. Donc on peut rester aussi avec ça. Rester, ça ne veut pas dire je reste dans le désarroi, mais je reste d'une manière suffisamment présente pour que le désarroi puisse passer, pour qu'il puisse y avoir autre chose que le désarroi. C'est rester dans le sens comme rester tranquille et observer un ciel nuageux qui change sans arrêt. Et c'est rester dans le sens où c'est pas grave s'il pleut, parce que de toute façon, c'est pas éternel. Donc, et c'est pas grave s'il fait beau, parce que c'est pas éternel non plus. C'est rester dans le sens de cette confiance, presque en la réalité, on pourrait dire. Donc, au départ, c'est ça. Placer notre attention sur un support, par exemple le va-et-vient du souffle, si vous choisissez cela, et rester là. Rester et revenir aussi. Si tout à coup on part dans une distraction, on revient au support. Au départ, on fait juste cet exercice, un exercice extrêmement simple. Puis ensuite, on verra.
On fait une petite pause. Donc voilà, ça c'est la manière dont nous procédons. Vous en avez pour la plupart l'habitude. Mais l'idée c'est des périodes, là en l'occurrence une quinzaine de minutes, des périodes assez donc courtes. Bon, c'est tout à fait relatif, hein, ça peut sembler une éternité aussi. Ça dépend tout. Et puis ensuite, juste quelques minutes de peut-être clarification parfois, avec le besoin d'une instruction qui vient préciser. Et puis tout simplement un moment où on peut détendre les jambes et bizarrement détendre l'esprit. Pourtant, on ne vient pas de faire quelque chose qui nous tend particulièrement. Mais comme souvent, il y a quelque chose dans le moment de détente qui est intéressant d'être observé aussi. Tout à coup, l'esprit se pose autrement. Donc le moment de détente est à prendre aussi comme une phase intéressante de la pratique. On se détend, oui, mais on continue une observation douce, une observation peut-être justement plus détendue, ce qui est important. On entendait tout à l'heure Jigme Rinpoche qui disait que la première des choses à apprendre, c'est se détendre. Et effectivement, parce que il est question d'être avec soi-même en fait. On le voit bien. Quand l'idée de rester, ça veut dire l'idée d'être là avec soi. C'est donc un appel à la détente parce que on n'a pas toujours envie d'être là avec soi. On voit bien tout ce qu'on va inventer comme stratégie d'évitement. C'est extraordinaire la capacité de distraction qu'on a et la distraction est très rassurante parce que tout à coup on s'oublie un peu dans la distraction. Et là on fait quelque chose de tout le contraire, on revient vers soi. Et revenir vers soi, c'est en même temps bien, puis en même temps parfois c'est un peu questionnant aussi. Ça peut en tout cas. Donc se détendre est important parce que revenir et rester, parce qu'il est question des deux finalement, revenir et rester, c'est aussi se donner cette ouverture nécessaire pour revenir et rester. D'où l'idée du rapport au support aussi, qui est intéressante. C'est-à-dire que le rapport au support n'est pas un rapport tendu. C'est clair qu'on retrouve cette instruction de détente. On dit d'ailleurs Chimle en tibétain pour dire qu'on joue sur les deux. On joue sur la tension nécessaire, on reste avec le support, et la détente nécessaire avec le support. On ne peut pas être trop tendu dessus. Si on est tendu, c'est une distraction, en fait. C'est une inquiétude. Une tension peut très vite devenir une inquiétude. Puis dans ce cas-là, on ne peut pas demeurer sur le support. Et puis si on est trop détendu, on n'y reste pas sur le support. Donc il faut trouver la bonne mesure, la bonne dose, en fait. Donc voilà, on cherche la bonne dose, tout simplement. En étant là et en étant là d'une manière justement suffisamment détendue pour qu'on puisse y demeurer. Et on pourrait dire que ces premières 15 minutes, alors elles peuvent se vivre d'une manière extraordinairement différente, bien sûr, pour chacune, du fait de sa pratique, son expérience, ses instructions reçues, c'est clair. Mais d'une certaine façon, ça peut aussi nous servir comme moment où on revient. Donc on revient tranquillement dans le corps. Puis ensuite, et là on va commencer dans très peu de temps, on peut se permettre alors d'être un peu plus présent sur le support. Et être présent sur le support, c'est comme nous l'avons fait ce matin et comme on le fait tout le temps d'ailleurs. Ça veut dire explorer, j'utilisais ce matin une image, explorer le mouvement du singe auprès d'une fenêtre.
c'est explorer le champ d'une conscience. Évidemment, il ne s'agit pas de voir de singe. Hein. D'un coup, j'ai eu un doute, je me suis dit, est-ce que je suis bien fait comprendre? On n'a rien à créer. C'est juste une image pour dire, on est là, attentif, au seuil de la conscience, par exemple, tactile, et tout simplement, on observe ce qui se passe. On observe si nous sommes là, si nous partons. Donc, c'est observer le singe de ce point de vue-là. C'est observer le mouvement. Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il reste là? Est-ce qu'il ne reste pas là? Une chose qui peut être intéressante pour nous, c'est de se rendre compte que les consciences sensorielles sont non conceptuelles, en fait. C'est quelque chose souvent qu'on n'y porte pas une grande attention, mais les consciences sensorielles sont non conceptuelles. Alors que la conscience mentale, elle est conceptuelle. Donc c'est pour ça que d'abord on revient, on rassemble un peu, on rassemble dans la posture, on rassemble la présence ici même, et puis ensuite on peut se placer dans un domaine d'une conscience sensorielle, comme par exemple la conscience tactile avec le va-et-vient du souffle. Et là, on peut tout à coup se rendre compte que la conscience tactile, comme les autres consciences sensorielles, elles ne sont pas conceptuelles. Elles ne vont pas inventer quelque chose. Le singe élabore rien de particulier à ce moment-là. S'il est à la fenêtre, il est à la fenêtre. Vous avez tous vu un chat regarder par la fenêtre, c'est extraordinaire. Bon, alors lui, il regarde quelque chose, il est très conceptuel. Mais en même temps, dans sa posture, il est très ouvert. Il reste là des heures. Donc, puis il ne se dit pas que c'est une jolie fenêtre ou pas une jolie fenêtre, ou qu'il y a une jolie vue ou pas une jolie vue. Non, il regarde. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut regarder comme un chat, hein, parce qu'il y aurait très vite des problèmes si on regardait comme un chat. Parce que lui, il guette les oiseaux aussi. Mais disons, il y a quelque chose de très ouvert, il y a quelque chose de non conceptuel. Donc, on peut se permettre de se placer là. On n'a pas besoin, quoi, on n'a pas besoin. De toute façon, on n'a besoin de rien de spécial, mais disons, il n'y a pas besoin de convoquer la conscience mentale à ce moment-là. Il n'y a pas besoin de penser quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut s'empêcher de penser quelque chose. Hein. On n'y arrive pas forcément. Et il n'est pas du tout dit que c'est le but non plus. Mais rester avec la conscience sensorielle, c'est se permettre de rester dans une expérience très très simple. Et on a besoin de cette forme de stabilité. Pourquoi? Parce que cette simplicité mène à la stabilité. La conscience mentale, elle est extraordinairement agitée. Elle va toujours trouver quelque chose à dire, à rouspéter, à trouver que ça pourrait être autrement, ou n'importe. Donc, la conscience sensorielle, elle, voilà, la sensation, c'est la sensation. Et au début, on ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire qu'au début, on croit que la sensation, c'est ce qu'on pense. Ça n'a rien à voir avec ça. Et en fait, en revenant au seuil des fenêtres, c'est-à-dire dans le champ des consciences, petit à petit, c'est comme si on se plaçait à un niveau infra. On n'est plus dans le discours, on est dans la perception simplement. Et il y a quelque chose de très ouvert dans la perception. C'est pas du tout un hasard que les auteurs classiques, qui sont des extraordinaires méditants et grands accomplis, comme par exemple, je pense à Django Control, il parle, mais pas que lui, du premier instant de libération. C'est-à-dire que dans la conscience sensorielle, il y a une possibilité de libération immédiate, en fait. Parce qu'il y a quelque chose de très simple, de non élaboré. Voilà, ça c'est juste pour, on pourrait dire, nous encourager. Non pas, il n'y a rien à vouloir réaliser, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus, c'est égal. Mais c'est juste pour dire que cette simplicité, elle n'est pas dénuée de qualité. Ce n'est pas une simplicité dans le sens, il n'y a rien à dire. Au contraire, il n'est pas dit que le mental nous dise des choses toujours très intéressantes. Donc, l'expérience sensorielle peut ouvrir à une reconnaissance de la nature claire, de la clarté de l'esprit, des qualités de l'esprit est possible. Donc voilà, c'était juste pour dire que après le retour, on peut rester, mais on peut rester d'une manière attentive dans le domaine des consciences sensorielles. On en choisit une, parce que sinon, on va à gauche, à droite. Donc on en choisit une et on reste là. Ou on revient là, évidemment.
Encore une petite pause. Le troisième Karmapa, dans un texte très intéressant sur la méditation, euh, dit que si on a un peu de peine à se maintenir dans la contemplation de la clarté vacuité, alors on peut porter son attention sur les consciences sensorielles. Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, ben, ouais, disons que voilà, heureusement qu'on peut porter son attention sur les consciences sensorielles. Ce qui veut dire par la clarté vacuité, et cela dit, c'est magnifique comme instruction parce que la clarté vacuité, alors je ne vais pas du tout vous faire une théorie, c'est pas le moment. C'est juste le fait que les phénomènes se manifestent et qu'en même temps ils sont insaisissables. Ils sont les deux à la fois. C'est la lune dans l'eau. L'image de la lune dans l'eau, c'est qu'on voit une lune dans un bassin, on voit la lune qui se reflète. Ça tombe bien, il y a la pleine lune s'étend, donc on voit la lune qui se reflète dans une étendue d'eau. Donc, en regardant la surface, on va dire je vois la lune. Et en même temps, évidemment, que si l'on se pose la question y a-t-il la lune dans l'eau, ben, à la fois non parce que la lune n'est pas dans l'eau, et puis en même temps on ne peut pas dire qu'il n'y a pas la lune dans l'eau parce qu'on voit une lune dans l'eau. Donc il y a un jeu naturel qui n'est pas illusoire, c'est la nature des phénomènes, c'est-à-dire qu'ils se manifestent. Une lune se manifeste dans l'eau parce qu'il y a les conditions de la manifestation. Et en même temps, cette condition de la manifestation ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de substantiel. C'est ce qu'on essaye de dire. En fait, c'est extrêmement simple. C'est simple si on se souvient qu'il nous faut des conditions pour que les choses se manifestent. Et ça, c'est le point clé, absolument clé. Donc, il ne peut pas y avoir de manifestation s'il n'y a pas de conditions. Et donc, logiquement, le Karmapa nous dit, ben, si on observe simplement les phénomènes, parce que les phénomènes, ben voilà, on ne fait rien d'autre que d'observer leur présence, mais leur présence, elle est toujours le fait des conditions qui permettent leur présence, tout simplement. Et donc, si on est dans cette simple, on pourrait dire ce simple constat, en tout cas c'est comme ça qu'on peut comprendre à notre niveau, ce simple constat. Après, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire rester dans cet état d'indifférenciation de la clarté et de la vacuité, c'est quelque chose de très profond. Mais pour nous, peut-être, déjà, rester dans cette présence. Les phénomènes se manifestent, bon, ensuite. Et si on reste dans cette présence, ben évidemment, il n'y a pas de distraction, parce qu'on reste dans une contemplation profonde de la nature des phénomènes tout le temps, à chaque instant. Mais vu que ce n'est pas notre cas, forcément, parce que pour l'instant, on se fait prendre au piège des phénomènes. On oublie complètement qu'il y a des conditions, donc on croit qu'il a une substantialité. Donc on va vouloir l'objet, ou alors on va au contraire rejeter l'objet. Mais de toute façon, ça revient exactement au même. Hein. C'est le même mouvement, en fait. Soit le vouloir pour soi, soit le rejeter. C'est pour ça quand dans les instructions, on dit pas langue mais pas. C'est-à-dire les deux sont inutiles. C'est-à-dire on n'a ni à vouloir jeter l'objet, ni à vouloir prendre l'objet. C'est le même mouvement, en fait, dans sa nature. Donc voilà, c'est ce qu'on fait tout le temps. Donc c'est pour ça que pour nous, pour l'instant, on revient au seuil des consciences pour petit à petit, patiemment, avoir suffisamment de disponibilité, suffisamment d'espace, pour que petit à petit on puisse aussi voir le surgissement des phénomènes, tout simplement. Pour ça, il faut du calme, on pourrait dire. Je parlais du singe, mais si vraiment on voulait observer un singe,
il faut être plus calme que l'arbre pour voir le singe. Il faut peut-être même être l'arbre pour voir le singe. Parce que sinon, c'est pas possible. Il y a trop d'interactions. Donc, l'absence d'interaction ne veut pas dire la disparition. On n'est pas en train de disparaître dans la pratique méditative, pas du tout. La présence, c'est drôle d'ailleurs, parce que la présence, c'est une totale présence et une totale disparition. Mais ce n'est pas vraiment une disparition comme si on disait « je ne suis pas là ». Mais c'est une manière d'être là, radicalement non invasive. Donc ça permet au singe ou à n'importe quoi, finalement, d'être là, tout simplement. Donc c'est une manière radicalement différente d'être là, du coup. Parce qu'elle laisse beaucoup de place à ce qui peut se produire. Et ce qui se produit tout le temps, en fait. Donc voilà. J'avais envie de partager avec vous cette... tout simplement, ces instructions que, voilà, d'un coup, observer, et puis me dire, tiens, voilà, c'était pour égayer votre moment de détente. Et on continue.
Une petite pause. Et de la même manière, la distraction dépend des conditions, vu que c'est un phénomène qui surgit. Donc s'il n'y a pas les conditions de la distraction, il n'y a pas de distraction. Ça va m'occuper. Il y a Yvette qui dit ça va m'occuper. Elle a raison, ça va nous occuper. Et c'est intéressant ce genre d'instructions, pas parce que je suis en train de la mentionner, mais parce qu'elles sont faites pour justement tout à coup nous dire, quoi nous dire. Elles nous disent juste ça, puis après on cherche, et puis après tout à coup il y a quelque chose qui peut éventuellement s'ouvrir. Je vous dis ça parce que je pensais à une instruction de la Matanzang qui disait, mais en fait, à partir du moment où on est présent, il n'y a pas de distraction. Et en fait, ben, bien sûr, c'est une manière de donner la réponse sans donner complètement la réponse, parce qu'ensuite, ben, justement, comment on établit cette présence. Mais souvent, je vous parle de ça parce que souvent on peut s'inquiéter de la distraction. Et en fait, on ne se rend même pas compte que notre inquiétude, et ça c'est une autre instruction que j'ai souvent entendue, qui il l'a souvent répété, l'inquiétude de la distraction, c'est déjà la condition de la distraction, effectivement. Donc, en fait, c'est très vite le serpent qui se mord la queue. Donc, on peut changer ça justement par une attitude différente. C'est pour ça que cette histoire de rester, de présence, c'est juste des mots comme ça, mais c'est des mots incroyablement riches quand tout à coup on explore ce qu'ils peuvent nous permettre de sentir, de comprendre. Voilà. Et encore une fois, c'était juste pour faire une petite pause. Donc, on va continuer. Je vois que vous êtes encore tous et toutes plus ou moins là, donc je me dis que ça va. Je peux poser une petite question, quand Oh, même, bien sûr. ce qui est difficile, parce Oui. qu'on fait tous des expériences, et ce qui est vraiment difficile, c'est de ne pas vouloir ou de ne pas attendre qu'elle se renouvelle. Mhm. Et c'est quoi l'expérience? C'est de se rendre compte de ça? Non, 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 c'est, par exemple, ça m'arrive, ça m'est arrivé tout à l'heure, mais ça m'arrive à certains moments de méditation, de, de ressentir une unité, une globalité de présence, ou alors il n'y a plus de différence entre, je dirais, l'extérieur et l'intérieur. Mhm. Et donc? Non, c'est tout, mais Non, mais j'ai j'entends. l'impression que c'est un pas sur le Mhm. chemin, et Mhm. ne pas pouvoir renouveler ce pas, ne pas vouloir, ne rien attendre. Mhm. Voilà, Ok. Mais c'est un pour des ça. blocages, c'est d'attendre. Ok. Mais ça, c'est une expérience aussi. Tout est une expérience. Ce que juste j'essaye d'ouvrir là, je ne sais pas si j'y parviens d'ailleurs, mais c'est juste que notre présence,
C'est pour ça que des fois j'utilise le terme de radical. C'est-à-dire elle est radicale. C'est-à-dire elle est à la fois présence de ce que tu décris comme expérience, mais elle est aussi présence à l'égard de ce que tu ne décris pas comme expérience, qui est une expérience. Donc c'est juste une façon douce de pouvoir se dire, ben, je peux éventuellement rester là, euh, à la fois dans l'expérience d'unité et à la fois dans l'expérience de moi qui veut retrouver cette unité. J'ai presque l'impression d'entendre l'Amazon qui est en train de me dire, alors c'est juste une manière de parler, hein, je ne suis pas au sens propre en train de l'entendre me parler, rassurez-vous, tout va bien. Mais c'est juste, j'ai l'impression, pour avoir traduit souvent des entretiens, bien sûr, euh, j'ai presque l'impression qu'il serait en train de me dire, regarde s'il y a une différence entre les deux. À partir du moment où j'ai éventuellement une totale présence à l'expérience, tout est expérience. Et donc dans ce cas-là, regarde s'il y a une différence entre les deux. Je ne sais pas si c'est clair, mais disons... C'est une façon assez maligne, mais dans le bon sens, de pouvoir contourner justement l'idée de l'obstacle, qui serait comment je me défais de cette envie de vouloir retourner à l'expérience. Une bonne manière de contourner cet obstacle est de considérer que c'est cela aussi l'expérience à observer. Sinon, le risque qu'on pourrait avoir, que tu, que moi, que nous tous pourrions avoir, c'est la recherche de la solution. Il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème du tout. Aucun. Mais ça, c'est un peu théorique, mais n'empêche que c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir à l'expérience. C'est la seule manière de se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de problème, en fait. Parce que sinon, on veut trouver une solution. Du genre, il faut pas... Ou alors, il faut que je réussisse à m'empêcher de vouloir revenir à l'expérience. Donc, c'est trop. C'est trop. C'est pour ça que y a rien ni de bien ni de mal hein, dans cette histoire-là, tout va bien. Mais c'est juste que, bon voilà, on peut petit à petit s'entraîner à s'y prendre autrement. En fait, on fait que ça. Hein. On fait que s'entraîner à s'y prendre autrement. C'est ce qu'on fait surtout. Ok, Florence, on continue? D'accord? Mais je pense.
Merci beaucoup pour votre présence qui permet que, voilà, tous ensemble, on fait exister ces espaces extraordinairement propices qui nous permettent d'explorer, il n'y a vraiment pas de doute. Donc ça a beaucoup de valeur. Donc merci beaucoup pour ça. C'est le soutien majeur, c'est celui-là. C'est celui de la présence, c'est le fait d'être là, de méditer ensemble. C'est vraiment, ça a beaucoup de sens. Et du coup, ben, la dédicace, elle s'impose avec d'autant plus de naturel parce que ben voilà, la dédicace, c'est un souhait. Donc, c'est vraiment une façon de pouvoir offrir cette richesse partagée, vécue, et faire le souhait vraiment que tous les êtres obtiennent cette vertu de manière complète et totale, chacun, et qu'ainsi elle puisse devenir la cause de l'obtention de l'éveil pour tous les êtres, sans aucune exception. Sonam di tam che zempane tom ne nye pe ranam pam jene ke ga na che la tro pai si pe to le do wa do wa sho. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Et merci tout plein à vous. Je vois qu'il y a il y a des messages. C'est un plaisir. Ok. Allez, je vais. Au revoir tout le monde. Au revoir les amis. J'arrête la session. Prenez bien soin de vous. On se voit mercredi peut-être. Et puis sinon bientôt. Au revoir. Bonne soirée.